Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la méthode Box and Jenkins en série temporelle. Alors, la méthode Box and Jenkins repose sur 4 étapes. Les 4 étapes consistent à, premièrement, identifier les paramètres P et Q, car il s'agit des modèles ARMA, PQ ou encore ARIMA, P, D, Q. D'accord? Et là, en l'occurrence, nous allons faire le modèle ARIMA PDQ. Donc, la première étape, il s'agit de choisir les paramètres P et Q, donc en les recherchant. La deuxième étape, c'est l'estimation du modèle avec les paramètres choisis. La troisième étape, la validation du modèle, c'est-à-dire vérifier le pouvoir prédictif du modèle. Puis après, la dernière étape, c'est de prédire les valeurs futures du phénomène économique étudié à l'aide de notre modèle. D'accord. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'application sur le logiciel Stata. Nous allons utiliser une base de données qui renseigne les prix de l'or de façon journalière. Les prix de l'or de façon journalière. Donc, déjà, nous avons l'interface de Stata. La première étape lorsqu'on utilise Stata, c'est déjà de commencer par faire exécuter la commande clear. Clear pour nettoyer tout traitement qui avait été préalablement effectué sur Stata. Une fois que nous avons effectué la commande clear, nous passons sur capture log close. Capture log close. Capture log close. Capture log close, c'est pour fermer tous les fichiers log qui auraient précédemment été utilisés sur Stata et qui n'auraient pas été fermés avant cette utilisation. Alors, une fois qu'on a effectué la commande capture log close, on passe sur la commande set more off. Set more off, c'est pour demander à Stata de ne pas s'arrêter lorsqu'une action est effectuée de façon séquentielle. Donc, on effectue set more off et on exécute. Une fois qu'on a exécuté la commande set more off, on passe également à la commande set seed 1, 2, 3, 4. Cette commande permettra à Stata de ne pas s'arrêter, même si l'espace sur l'écran n'est pas suffisant pour le traitement que nous sommes en train d'effectuer. Donc, on effectue set seed 1, 2, 3, 4. Et on exécute. Une fois qu'on a fini d'exécuter ces commandes, d'accord, on peut également créer un fichier log. La création du fichier log nous permettra de recueillir nos résultats sur un fichier texte. Donc, la création du fichier log, vous pouvez utiliser la commande log using ou encore venir sur cette icône ici. Faire un double clic sur cette icône, d'accord. Et après avoir effectué un double clic sur cette icône, vous serez dirigé normalement vers vos dossiers. Et au niveau des dossiers, vous aurez la possibilité d'enregistrer le fichier. Et vous pourriez l'appeler comme vous voulez, en l'appelant par exemple TP1. Vous pourriez l'appeler TP1, vous changez le type de fichier, vous mettiez le fichier en extension .log pour que ça s'affiche en fichier TXT. Donc, une fois que vous avez fait cela, ensuite vous enregistrez en choisissant le chemin d'accès. Mais nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on utilise la commande log using. Donc, log using, entre guillemets, chemin d'accès, .log, l'expression .log. Donc, c'est l'extension. Et TP1, c'est le nom que nous allons donner au fichier. Une fois qu'on a fait cela, là, notre fichier log est créé. Et donc, si notre fichier log est créé, c'est-à-dire que tous les traitements que nous effectuerons seront recueillis dans ce fichier. On peut commencer le travail. Mais pour commencer le travail, déjà, il faudrait télécharger la base de données ou encore charger la base de données sur notre logiciel Stata. Et pour charger la base de données, nous avons différentes façons en fonction du type de base que nous avons. Si la base est en format Excel ou encore si elle est en format Stata. Et là, en l'occurrence, nous travaillerons avec une base de données en format Stata. Pour une base de données en format Stata, on utilise la commande use. On utilise use plus chemin d'accès. Donc, on écrit ici use. Et pour le chemin d'accès, c'est très simple. Vous pourriez aller le copier sur votre dossier directement. Moi, mon chemin d'accès, je vais le prendre tout simplement ici. Mon chemin d'accès qui me mène tout droit à la base. Et je
colle ici. Donc ça c'est mon chemin d'accès, use, chemin d'accès, j'exécute. Là ma base a été chargée sur Stata. Pour être sûr qu'elle a bel et bien été chargée sur Stata, je peux faire ED. ED c'est edit, c'est le diminutif de edit. Edit pour avoir la visibilité sur la base de données et également avoir la possibilité de la modifier si éventuellement le besoin se fait sentir. Donc là j'ai ma base de données. En exécutant la commande ed, j'ai ma base de données qui est ici. Alors, elle est là. Je vous présente ma base de données tout simplement ici. Donc, voilà ma base de données. Ma base de données, comme vous le constatez, elle n'est pas cylindrée. Alors, c'est-à-dire que nous avons des variables qui ne contiennent aucune valeur, dont nous n'aurons pas besoin pour le traitement, et également des variables qui ont des valeurs manquantes, mais pas des valeurs manquantes à l'intérieur de la base, mais plutôt à l'extérieur. Donc, on va devoir également les supprimer. On va devoir les supprimer pour que cela n'entrave pas notre travail. Donc, ce qu'on va commencer déjà par faire, c'est effectuer ce traitement-là, c'est-à-dire supprimer les variables qui ne contiennent aucune valeur. D'accord? Donc, pour cette suppression, déjà, ce qu'on peut commencer par faire, c'est utiliser la commande drop. Drop pour supprimer les variables dont nous n'aurons pas besoin, c'est-à-dire celles qui ne contiennent pas de valeur. Donc on vient ici, on écrit drop. Drop, mais drop, on va supprimer les variables qui n'ont pas de valeur. Donc c'est la variable 1, la variable 2, la variable 3, la variable 4 et la variable 5. Les seules variables qui ont des valeurs, c'est la variable 7 et la variable 8, celles dont nous aurons besoin pour notre traitement. Donc une fois qu'on a sélectionné nos variables qui n'ont pas de valeur, on les supprime. Et là, on peut également vérifier sur notre base qu'elles ont bien été supprimées, ces variables. Donc, vérifions sur notre base de données. Et effectivement, nous voyons qu'elles n'apparaissent plus. Elles n'apparaissent plus car elles ont été supprimées. Elles ne figurent plus sur notre base de données. Nous n'avons plus la variable 1 à la variable 5. Elles ont été supprimées. Mais également, nous devons supprimer cet espace-là, car il ne fait pas partie de la base, il ne contient aucune information. Donc, nous allons passer à la suppression de cet espace. Pour ce faire, nous allons également utiliser drop. Mais drop, cette fois-ci, on va utiliser drop et on va dire que la suppression doit être effectuée de cette ligne jusqu'à la ligne 11. Donc, on va dire drop in 1 à 11. On vient ici, drop in 1 à 11 et on exécute. Donc, une fois qu'on a fait cela, on peut revenir vérifier notre base de données. On vient vérifier notre base de données et on se rend compte qu'effectivement, la suppression a bel et bien été effectuée. Mais là, par contre, la ligne qui contenait également le nom des variables a été supprimée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer ces valeurs-là. On va les renommer. Ici, la variable 7, c'était le prix de l'or. La variable 8, c'était la quantité de l'or. Donc, on passe à la... OK. Alors, on va renommer les variables. Pour renommer les variables, on utilise la commande rename. Rename l'ancien nom de la variable, puis le nouveau nom de la variable. Ou encore, on a la possibilité également d'interagir directement avec l'interface de Stata en sélectionnant tout simplement ici. Alors, pour ce faire, on a tout simplement à venir sur notre interface Stata et on regarde sur la droite, là où il y a variable. On sélectionne notre variable, on décoche le petit cadenas juste ici pour nous permettre de modifier la variable et on vient ici, on met le nom qu'on souhaite mettre. La variable 7, c'était le prix de l'or. Sachez également que Stata ne nous autorise pas à mettre des apostrophes pour un nom de variable.
Donc, on va utiliser les underscores pour remplacer apostrophe, pour dire prix de l'or. Donc, on prend le nom de la variable, on le met ici, c'était la variable 7, et on clique sur Entrée. Et là, on a rename, ancien nom, nouveau nom. Donc, on peut également faire de même pour la variable 8. La variable 8, c'était les quantités. Donc, on vient ici, rename. Là, on écrit la commande directement. On sélectionne variable 8. Et variable 8, on va l'appeler quantité. D'accord? Donc, on vient ici. On prend le nom quantité pour la variable 8. Notre variable 8 s'appelle désormais quantité. Donc là, notre base a été correctement renseignée et elle est prête à être utilisée. À la petite différence que nous remarquons que nos informations, nos données sont en rouge. Elles sont en rouge pourquoi? Parce qu'elles sont considérées comme des chaînes de caractères, donc des strings. Et pour les transformer en variable numérique, on va utiliser la commande dstring. Donc là, on va venir ici, on écrit dstring. On prend prix de l'or par exemple. Une fois qu'on a fait cela, on a tout simplement à exécuter notre variable. Mais par contre, la fonction dstring s'utilise avec replace pour une question de syntaxe. Donc, on met dstring, prix de l'or, virgule, replace. Et on exécute. Là, la variable prix de l'or a été changée en caractère numérique. D'accord? Donc, là, la variable a été changée en caractère numérique et on peut vérifier également notre base de données. En vérifiant notre base de données, on se rendra compte qu'effectivement, elle a été transformée en variable numérique et elle n'est plus en rouge. Les informations ne sont plus en rouge sur notre base de données. Parce que là, on vérifie prix de l'or, effectivement, les informations sont en noir. D'accord? Donc, le nécessaire a été effectué de ce côté. On peut poursuivre notre traitement. Alors, on poursuit notre traitement en commençant notre algorithme Box and Jenkins, qui commence par la première étape, c'est-à-dire vérifier la stationnarité de la série. On vérifie si notre série est stationnaire et pour ce faire, on utilise le test de Dickey-Fuller. Le test de Dickey-Fuller sera effectué cette fois-ci avec la tendance au départ pour qu'on puisse vérifier si la tendance est significative, s'il est utile de poursuivre notre traitement avec la tendance. Donc, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est qu'on va utiliser notre test de Dickey-Fuller. On vient ici, dans notre fenêtre réservée aux commandes, on écrit des Fuller. Des Fuller, prix de l'or. Ensuite, virgule, trend, regress. Et on exécute. Alors, des Fuller, prix de l'or, virgule, trend, regress. Time variable not set. Oui, cette fois-ci, là, en fait, on n'a pas encore défini l'horizon temporel. C'est ce que Stata nous fait savoir, que nous n'avons pas encore défini l'horizon temporel parce que le trend, la tendance, doit être associé à une horizon temporelle. Donc, là, ce qu'on va choisir, c'est que on va choisir comme valeur finale. Comme valeur finale, on va dire la dernière valeur correspond au 19 décembre 2024. Donc, si la valeur finale correspond au 19 décembre 2024, on va juste implémenter cette valeur, regarder la dernière valeur, faire une soustraction et trouver la date de début. Et donc, la date de début qui correspond à notre base de données, parce qu'on a 503 observations. Dans notre base de données, nous avons 503 observations. Et donc, si nous devons faire une différence entre la date d'échéance qui est censée être le 19 12e mois 2024, nous allons trouver que la date de début, c'est le 5 8e mois 2023. Donc, déjà, nous allons générer notre variable temporelle. On va venir ici, on écrit gen temps. Gen temps égale point. On exécute. Là, on vient de générer la variable temporelle et on nous dit qu'il y a 503 observations qui ont été générées. Donc, dans les 503 observations qui ont été générées, on va définir l'observation, on va définir l'horizon temporel.
Donc, on a dit que c'était des informations journalières du cours de l'or. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire replace. Alors, replace. Ensuite, espace. On met temps avec S égale TD parce que c'est journalier. Ensuite, on ouvre notre parenthèse et on la referme aussitôt. On vient à l'intérieur. On a dit c'était le 5 8e mois 2023, la date de début, qui est censée correspondre à une date de fin du 19 12e mois 2024. D'accord? Donc, on est au 5 8e mois 2023. Et ensuite, pour une raison de syntaxe, pour respecter la syntaxe, à la fin, on va mettre plus, ensuite underscore et n-1. Donc, c'est ce qu'on va faire. On met plus, underscore, n, moins 1. Et ensuite, on exécute. Là, on vient de créer notre horizon temporel. Si on vérifie au niveau de notre base de données, nous avons des informations. Mais par contre, on ne peut pas, pour le moment, on ne peut pas dire à quoi ça correspond. Mais par contre, une fois qu'on aura défini l'horizon temporel journalière, on pourra voir également les mois, les jours, et ce sera complètement lisible. D'accord? Donc, là, on regarde notre base de données. On regarde notre base de données, on se rend compte qu'il y a bel et bien une nouvelle variable qui a été créée qui s'appelle temps. Cette variable s'appelle temps et il y a des chiffres. Ça correspond à l'horizon temporel. Maintenant, pour avoir des dates claires, d'accord, nous allons tout simplement définir qu'il s'agit des données journalières. Pour cette variable temporelle, il s'agit des données journalières. Donc, on va juste faire cela à travers la commande. Alors, la commande qui va nous permettre de faire cela, c'est ts7. ts7 temps égale à daily. Donc, on va faire ts7 parce que c'est l'erreur qui nous a été mentionnée juste ici. On nous dit time variable not set. Donc, ts7 varname. Donc, on va faire ts7 espace varname, c'est-à-dire le nom de la variable. Le nom de la variable, c'était temps. On va l'appeler temps. OK. ts7 temps, d'accord. Et on a dit que la variable, elle était journalière. Donc, temps, on va mettre virgule, daily. Virgule, daily. Et on exécute. Là, on a nos observations. Et on nous dit ts7 temps daily, time variable, le temps, ok, c'est entre le 5 août 2023 et le 19 décembre 2024, la date d'échéance que nous avons préalablement fixée. Et si on vérifie à nouveau notre base de données, on se rendra compte que nous n'avons plus que des chiffres, mais nous avons des dates. Nous avons clairement des dates également. Nous avons clairement des dates cette fois-ci. Et là, on vérifie, on parcourt. Alors, on vérifie la date d'échéance. Et c'est ici, c'est bien le 19 décembre 2024. D'accord? Alors, une fois qu'on a défini notre horizon temporel, là, on peut maintenant faire notre test de Dicke-Fuller. Donc, je vais juste cliquer sur la ligne que nous avions exécutée, qui ne s'était pas exécutée préalablement. Et là, on l'exécute. Et voilà le travail. Une fois qu'on exécute cette ligne de code, voici ce qu'on a. Alors, ce tableau nous donne la probabilité de Mackinnon, mais également la tendance trend. Et là, on vérifiera si la tendance elle est significative au seuil de 5%. On regardera également la probabilité de Mackinnon si elle est significative au seuil de 5%. Et là, nous remarquons que la probabilité de Mackinnon est de 0,045, qui est supérieure à 0,05. Donc là, nous pouvons a priori dire que notre processus n'est pas stationnaire. Mais par contre, cela ne suffit pas pour que nous puissions affirmer avec certitude que le processus n'est pas stationnaire. Mais par contre, ce que nous pouvons affirmer, c'est que la tendance n'est pas significative, car elle est également supérieure au seuil de alpha 5%. Donc on peut refaire nos tests, mais cette fois-ci en retirant la tendance. On retire la tendance et on exécute. Alors on vérifie. On vérifie, la probabilité de Mackinnon a légèrement changé, c'est-à-dire que nous sommes passés à 43, mais nous sommes toujours très loin
de 0,05. Alors, donc cette fois-ci, ce que nous allons faire, c'est que nous allons effectuer la différence première. Nous allons effectuer la différence première de notre prix de l'or pour vérifier à nouveau si en effectuant la différence première, la variable a pu se stationnariser. D'accord? Donc, pour faire la différence première, déjà, on va générer la variable différence première. On va l'appeler diff1. On va venir gen espace diff1 égale point. Et on exécute. Là, on vient de générer notre variable différence première. Mais par contre, il n'y a encore aucune valeur dans la variable différence première. Elle a été créée, mais elle est complètement vide. Il n'y a aucune valeur dans cette variable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attribuer une valeur. Donc, on va dire que la valeur de la différence première, c'est égal au prix de l'or qui a été différencié. Donc, on a fait la valeur future, on a fait progresser le terme on va dire d'une période, et ensuite, on a pris le terme de cette période et on a fait la différence entre les deux valeurs. C'est ça la différence première. Du coup, sur Stata, pour dire cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire replace, d'accord? Replace, espace, diff1 égale. D'accord? Donc, c'était le prix de l'or. C'était le prix de l'or. D'accord? Parce que c'est la différence première du prix de l'or. Donc, on fait diff 1, c'est le prix de l'or. Donc, c'est D points le prix de l'or. Donc, la valeur future du prix de l'or a une période de plus et la valeur précédente. Donc, D points le prix de l'or. Et on exécute. Donc là, on vient de créer notre variable différence première et on vient d'attribuer une valeur à la variable différence première. Et on peut vérifier notre base de données et on verra que nous avons la valeur différence première, d'accord? Nous avons des valeurs pour différence première. Alors, laissez-moi vous montrer ça. Effectivement, elle est ici. Donc là, nous voyons que nous avons maintenant des valeurs pour la variable différence première. Donc, nous avons des valeurs pour la variable différence première. On peut vérifier à nouveau la stationnarité. Si en effectuant la différence première, notre processus s'est stationnarisé. Si il semble être stationnaire. D'accord? Donc, on va effectuer à nouveau notre texte de Dickefeller, mais par contre, cette fois-ci, ce sera sur les différences premières. Et on pourra également mettre la tendance. D'accord? On pourra également mettre la tendance, différence première. OK. On effectue notre test de Dickefeller sur les différences premières et on vérifie la tendance. Alors, là, cette fois-ci, nous avons une probabilité de Mackinnon qui est égale à 0,000. Et ceci est largement inférieur au seuil de alpha 0,05%, ce qui veut dire que notre processus semble stationnaire. À partir de là, nous n'avons pas besoin de différencier une nouvelle fois notre prix de l'or. Et on regarde également la tendance. Là, la tendance par contre... Alors, la tendance par contre n'est toujours pas significative, donc il ne sert à rien du tout de continuer le traitement en incluant la tendance. Donc, on peut refaire le test et on retire la tendance. Donc, on refait le test en retirant la tendance. Dickefeller, d'accord. Dickefeller, on enlève la tendance. On vient ici, on enlève le prix de l'or, on met différence première. Et on exécute. Alors, pareil, on a toujours le même résultat. La probabilité de Mackinnon qui est de 0,000. Là, notre processus semble stationnaire. Alors, vu que notre processus semble stationnaire, d'accord, nous allons passer à une représentation graphique. Nous allons faire une représentation graphique de l'ancienne variable, la variable prix de l'or initial, et également notre variable différence première, histoire de voir la différence qui a été effectuée, la différenciation sur la variable initiale et la nouvelle variable différence première. Donc, on va utiliser tsLine, la commande tsLine.
et on prend notre ancienne variable, c'était le prix de l'or. On prend également la nouvelle variable. Certains, ils prennent uniquement la nouvelle variable, la différence première. Mais moi, je préfère mettre les deux en rapport, histoire d'avoir une visibilité plus globale, c'est-à-dire sur le changement qui a été effectué, de passer à la valeur initiale de la variable à la différence première, de façon à ce que ça soit plus flagrant. Donc, on exécute. Alors, on verra le rendu. Patientons un petit instant. Ok, ok, ok. Mhm. Donc, alors, une fois que nous avons exécuté cette ligne de code, normalement, nous devons avoir accès au graphique. Alors, patientez, voilà, le graphique, il est ici. C'est ce que ça donne comme graphique. Donc, on a ça comme graphique. En rouge, nous avons la différence première et en bleu, nous avons notre variable initiale. Le processus semble stationnaire. Le processus semble stationnaire après la différenciation. Alors qu'à la base, le processus était plutôt... bon, il n'était pas stationnaire du tout. À vue d'œil, on ne peut pas le définir, mais on peut supposer. On peut supposer qu'il n'était pas stationnaire du tout vu l'allure de la courbe. On remarque que la courbe a une allure décroissante. D'accord? Donc, à partir de là, on peut poursuivre notre traitement. On n'a pas besoin d'effectuer une nouvelle différenciation. D'accord? Donc, OK. Alors, une fois que nous avons réussi à stationnariser notre processus, nous pouvons passer à l'estimation. L'estimation qui est la deuxième étape de la méthode Box et Jenkins. Donc, l'estimation de notre ARIMA. Et on va utiliser la différence première pour poursuivre le traitement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire progresser les termes de notre ARIMA. Le ARIMA, il peut être de paramètres P, D, Q. D'accord? Et donc, PDQ, le Q, il est censé représenter la différenciation. S'il s'agit de la différence première, deuxième ou troisième. D'accord? Donc, du coup, les paramètres qui pourront progresser, c'est le P et le D. Le Q, il restera fixe parce qu'il a été défini en fonction de la différenciation. Vu qu'on a effectué une différence première, donc on va utiliser 1. D'accord? Donc, déjà, on va commencer à 0. On va commencer à 0. On va définir un ARIMA de la différence première en 0, 0, 1. D'accord? Donc, on vient ici, dans notre fenêtre de commande. Alors, notre fenêtre de commande, elle est ici. On va écrire ARIMA, d'accord? De la différence première, d'accord? ARIMA de la différence première. On va effectuer un ARIMA de la différence première en 0, 0, 1. Donc, virgule, ARIMA. On ouvre la parenthèse. 0, virgule, 0, virgule et 1. No log. Et on exécute. Là, on a notre premier ARIMA. On a notre premier ARIMA en 0, 0, 1. Du coup, on va vérifier le critère d'AKK, le AIC ou encore le BIC. Et on va sélectionner le ARIMA qui a le AIC le plus faible afin de poursuivre notre traitement. Donc, on va le faire sur trois différenciations. On va le faire sur trois types de ARIMA. Donc, on va faire progresser le ARIMA. On a commencé avec le 001. Là, on vérifie également le critère, le AIC. Ensuite, on fera la comparaison des trois AIC que nous aurons. Donc, pour vérifier le AIC, on va utiliser la commande stat IC. D'accord? Donc, on vient ici.
stat IC et on exécute. Là, on a un AIC de 4319,648. Donc, on exécute un autre ARIMA et là, on fait progresser nos termes. Donc, on était à 001, on passe à 101 et on exécute. Ensuite, on prend le AIC également de ce ARIMA, on vérifie. Là, on a un AIC de 4321,628. Donc, ce qui est légèrement différent du AIC que nous avons préalablement qui était de 4319. Donc, déjà, on remarque que ce AIC, il est supérieur à celui que nous avons trouvé ici, 4319, 4321. Donc, on peut poursuivre sur cette lancée. Donc, on va à nouveau augmenter notre AIC, notre ARIMA pour passer à 201. Donc, on passe à 201 pour le ARIMA. On vient ici. On change ce paramètre. On met 2. On exécute. Ensuite, on vérifie le AIC également. On exécute. Là, nous remarquons que nous avons un AIC de 4322,338, ce qui est également différent de ce que nous avons préalablement. Différent, mais supérieur, parce que nous avions 4321 et là, nous avons 4322. Donc, normalement, parmi ces trois, nous pouvons déjà dire que le meilleur AIC, c'est le 4319. Donc, c'était le AIC du ARIMA 001. D'accord? Donc, nous continuons notre étude en faisant progresser le dernier terme également. Nous faisons progresser le dernier terme en passant à un ARIMA de 0,2. D'accord? Vu que nous étions à 1, nous faisons progresser ce terme à 2. Alors, on vient ici. On fait progresser le terme. On passe à 2. On vérifie à nouveau. Et là, on vérifie le AIC. On exécute. On remarque que nous avons un AIC de 4321. 4321,592. Alors, qui n'est pas si différent de celui que nous avions précédemment, qui était le 4322. Nous avions également le 21 quelque part ici. Alors, on fait également progresser le premier terme. Et là, on aura un ARIMA de 0,2. Et là, on vérifie le AIC de cet ARIMA. On exécute. Nous remarquons qu'en ayant un ARIMA 2,02, nous avons un AIC largement inférieur à ce que nous avions trouvé précédemment, depuis le début. Là, nous avons un AIC de 4317,272, ce qui est largement inférieur à celui du ARIMA de 0,1 et celui que nous avions trouvé ici. Alors, le 4321. Qui était pour le ARIMA 1,01. D'accord? Donc, à ce niveau, nous pouvons passer au ARIMA 3,03 ou encore 3,02 d'abord. Donc, commençons par le 3,02, histoire de s'assurer d'avoir le bon AIC pour notre étude. Donc, on fait progresser ce terme, on passe à 3, on exécute, on regarde le AIC, on exécute, et là on remarque une légère différence, 4318.
4318. Et quand on vérifie ici, on avait 4317. Donc, une augmentation de l'AIC. Jusque-là, le meilleur AIC reste celui de Arima 202. D'accord? Et on passe au Arima 303. On exécute. On regarde le critère AIC. On exécute. Et nous remarquons également une augmentation. Donc, on peut conclure que le meilleur AIC, c'est le AIC du Arima 202. Par la suite, pour notre traitement, nous allons continuer avec ce Arima, le Arima 202. Donc, nous passons à la troisième étape. La troisième étape qui consiste à prédire. D'accord? Et pour la prédiction, nous allons prédire les résidus, c'est-à-dire vérifier si les résidus sont des bruits blancs. Et pour cela, nous allons utiliser predict res, résidu. Donc, predict res, résidu. Et on exécute. D'accord. Une fois qu'on a fait cela, alors, après avoir effectué cela, on va utiliser le test de bruit blanc, le white noise test. Donc là, déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé la variable res. D'accord? On a créé la variable res qui sera notre résidu. Et pour le moment, il n'y a aucune information. Donc, on peut déjà commencer par vérifier l'autocorrélation des résidus. Et pour vérifier l'autocorrélation des résidus, on utilise la commande AC pour autocorrélation. Donc, AC res, notre variable res, AC de res. On vérifie. Et là, nous vérifions. Alors, le résultat qu'on a, c'est sous forme de graphique. Je vais vous présenter ça un instant. Donc, voici le rendu sous forme de graphique. D'accord? Pour le ACRS, le test d'autocorrélation. Nous remarquons qu'il y a des valeurs qui sont des outliers, qui sortent complètement, d'accord, qui s'écartent du champ. Mais nous ne pouvons pas conclure par cette représentation graphique que nos résidus sont bel et bien des bruits blancs. Donc, nous allons passer au white noise test, le test de bruit blanc, d'accord? Et pour le test de bruit blanc, nous allons utiliser la commande. Alors, pour le test de bruit blanc, nous utilisons la commande white noise test, c'est WN test B res. Res, c'est le nom de notre variable. D'accord? Donc, nous allons sans plus tarder faire cela ici. White noise test B. WN test B de res. Et on exécute. Et là également, nous avons deux probabilités. Alors, nous avons une probabilité, on a un graphique et également des probabilités. On a la statistique qui est de 0,43 et une probabilité qui est supérieure à 0,99. Donc, a priori, nos résidus semblent être des bruits blancs. Et pour que vous voyez cela, je vais vous représenter le graphique. Voici ce que ça donne. A priori, nous pouvons dire que nos résidus semblent être des bruits blancs. D'accord? Donc, vu que nos résidus semblent être des bruits blancs, nous pouvons également poursuivre notre traitement. Nous pouvons poursuivre notre traitement et passer au second test. D'accord? Nous avons un second test qui consiste également à tester les résidus pour en être sûr, qui peut être plus fiable. Alors, on passe au test de porte-manteau.
d'accord, avec qui va nous donner des probabilités et plus d'informations. Donc le test de porte-manteau, c'est WN test Q de res, res qui est notre variable, d'accord. Donc passons au test de porte-manteau, donc c'est juste ça, et à la place du B, on met Q et on exécute. Et là, on l'a sous forme de probabilité. Nous remarquons également que nous avons une probabilité de 0,64 qui est supérieure à alpha 5%. Donc, nos résidus sont bel et bien des bruits blancs. D'accord? Nos résidus sont bel et bien des bruits blancs en fonction de notre test de porte-manteau. Donc, on poursuit notre travail. On poursuit notre travail et on passe à l'étape de la prédiction. Mais avant de prédire, nous allons rajouter 30 lignes. Nous allons rajouter 30 valeurs manquantes. D'accord? Pour que nous puissions faire la prédiction sur 30 valeurs manquantes. Donc, pour rajouter des valeurs manquantes, on va utiliser la commande tsappend. On vient ici, tsappend. D'accord? Et vu qu'il s'agit de 30 valeurs que nous souhaitons ajouter, on va mettre virgule, add 30. Donc, si c'était 10, on allait mettre virgule, add 10. Et là, il s'agit de 30, virgule, add. Et on vient ici, on met 10. Non, on veut rajouter 30, désolé, autant pour moi. Non, 30. Et on exécute. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, oui, il n'y a pas d'espace entre tsappend, donc tsappend, virgule, add, et on vient ici, 30, et on exécute. C'est bon, là on a rajouté nos 30 valeurs, et pour en être sûr, on peut également vérifier cela en regardant sur notre base de données. Alors, on va vérifier. On vérifie qu'il y a bel et bien les 30 valeurs que nous avons rajoutées. Si elles figurent, notre base de données, elle est ici. Allons-y vérifier. Alors. Ok. Donc, les 30 valeurs qui ont été rajoutées, c'est censé être après le 19, 12e mois 2024. Donc, le 19 décembre 2024, c'est ici. La base, elle, se limitait ici. D'accord? Et les 30 valeurs qui ont été rajoutées font que la base va jusqu'au 18 janvier 2025. D'accord? Donc, les 30 valeurs ont bel et bien été rajoutées. Donc, là, on en est certain. Une fois que nous avons rajouté nos 30 valeurs manquantes, nous allons faire notre ARIMA sur les différences premières et en fonction de l'horizon temporel. D'accord? Nous allons prédire les valeurs de nos valeurs manquantes avec notre ARIMA de 0, 2. D'accord? Donc, déjà, retournons sur retournons sur la fenêtre des commandes. D'accord. Et sur la fenêtre des commandes, on va utiliser le ARIMA de différence première. Donc, on vient ici, on va écrire ARIMA diff 1. D'accord. On écrit ARIMA diff 1. Et ce qu'on va aller chercher, c'est qu'on va aller recueillir la date de fin de notre base de données. C'est-à-dire la dernière date que nous avions eue avant que nous rajoutons les 30 valeurs. Et là, en l'occurrence, c'était le 19 décembre 2024. Donc là, on va écrire ARIMA diff 1, d'accord, espace, if, d'accord, temps, notre variable temporelle, égale, ok, bon, c'était supérieur ou égal, donc supérieur ou égal, ok, supérieur ou égal, TD, c'est-à-dire le temps daily, on ouvre la parenthèse et on referme,
Et là, on va chercher, comme je vous disais, la dernière date. C'était le 19 décembre. Donc, 19 décembre 2024. Ou encore, pour ne pas faire de faute, vous pourriez aller sur la base de données et cliquer directement sur 19 décembre. Vous allez sur la base de données, vous cliquez directement sur 19 décembre, vous faites un CTRL-C pour copier et ensuite vous venez juste coller cela ici. D'accord? Donc, vérifiez bien que vous avez bien saisi la syntaxe. Ensuite, vous continuez en rajoutant ARIMA 202 nolog pour spécifier que c'est cet ARIMA-là que vous utilisez pour le traitement. D'accord? Donc, on met virgule, ARIMA, entre parenthèses, 202, sans oublier les virgules entre les paramètres de notre ARIMA. D'accord? Et ensuite, nolog. Nolog. Ensuite, nolog. Puis, vous exécutez. À ce moment-là, vous pouvez exécuter. Et normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Et on exécute. Alors, ouais, c'est bon. Là, on a une prédiction de notre ARIMA. On a une prédiction de notre ARIMA en 202 pour les 30 valeurs manquantes que nous avons créées. Donc, on nous dit entre le 6 août 2023 et le 19 décembre 2024. Alors, ça, c'est le maximum de vraisemblance, log likelihood. On a une p-value, on a le test world. Alors, donc là, on vient de faire des prédictions. Là, on vient de faire des prédictions pour nos 30 valeurs manquantes que nous avons rajoutées. D'accord? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prédire les résidus du modèle. Donc, on va prédire les résidus de notre modèle. Et on va appeler la valeur, la variable resPredict. D'accord? Donc, on va faire predict. Predict. D'accord? Donc, predict, resPredict. On va appeler notre valeur resPredict. Mais cette fois-ci, on va tout coller. ResPredict. ResPredict. Donc, dynamique. Dynamique. Donc, le temps, il est en jour. Des daily. Sans oublier les parenthèses. Donc, une parenthèse ici, une autre ici, une autre là et une autre là. Donc, on prend notre date d'échéance. Notre date, c'était le 19 décembre. Décembre de 024. Donc, en principe, tout est censé être sous contrôle. Donc, 19 décembre 2024. Dynamique, 19 décembre 2024. Et là, on peut exécuter. Predict. Il manque le T à predict. Juste ici, c'est predict. Ok. C'est bon. Donc là, tout est bon. Tout est bon, tout est bon, tout est bon. Alors, nous avons prédit les résidus de notre modèle. Une fois que nous avons prédit les résidus, nous allons les récupérer dans une valeur, dans une variable. Et ces résidus, nous allons les récupérer dans une variable. Et cette fois-ci, nous allons utiliser un trait d'union pour spécifier que là, c'est la valeur qui permet de récupérer les résidus que nous avons prédits. Et cette valeur s'appellera toujours resPredict, mais à la différence qu'il y aura un trait d'union entre res et predict. Donc, là, pour récupérer nos résidus, on va dire predict, d'accord, espace, res, on prend
tiré du 8 predict virgule res de nos résidus. Donc on récupère nos résidus dans la variable res predict. Une fois que cela a été effectué, donc on peut lancer l'exécution et c'est bon. Ok, là on nous dit 31 valeurs manquantes ont été générées. D'accord? Donc si 31 valeurs manquantes ont été générées, c'est que le compte est bon. On a pu réellement récupérer nos résidus et les stocker dans notre nouvelle variable resPredict. D'ailleurs, on peut vérifier cela en consultant notre base de données. Alors, pour voir à quoi ressemble notre base de données actuellement, c'est pas ça. Alors, elle est ici. Voici à quoi ressemble notre base de données actuellement et nous pouvons venir ici. On a toutes les valeurs créées. On a res, d'accord, la valeur des résidus. On a resPredict, les résidus que nous avons prédits. On a resPredict qui nous a permis de récupérer les résidus, d'accord, les résidus qui étaient dans res ici. On les a récupérés dans cette valeur-là. D'accord? Et on remarque une légère différence entre les paramètres. Par exemple, ici, pour le 6 août 2023, on avait une valeur de 39,64. Mais en regardant notre valeur resPredict, on a 39,63. Donc, il y a déjà quelques points qui ont été perdus entre res et resPredict. Et également, en regardant la ligne du 7 août. D'accord? Donc là déjà, on a la certitude que le traitement a bel et bien été effectué. Donc voilà le travail. On peut poursuivre notre étude. Ok, alors nous allons poursuivre. Alors pour poursuivre, nous allons faire une représentation graphique. Nous allons faire une représentation graphique histoire de voir la différence première et les résidus prédits. Et on remarquera également si notre modèle nous permet de prédire avec de bonne précision. D'accord? Le pouvoir prédictif, si on peut dire ainsi. Le pouvoir prédictif de notre modèle. Et puis, la dernière étape sera de prédire directement le modèle. Donc, pour vérifier cela, on peut utiliser une représentation graphique. On va utiliser tsLine, line. On va prendre une différence première et resPredict. Et on exécute. Et voici ce que ça nous donne. Alors, voici ce qu'on a. Voici ce qu'on a en faisant la représentation graphique. Nous remarquons qu'il y a des résidus, d'accord, et la différence première. Et les résidus et la différence première sont pratiquement confondus, ce qui voudrait signifier que notre modèle a un excellent pouvoir prédictif, d'accord? Mais on est toujours dans le point de vue académique. Donc, en réalité, nous ne pourrons pas dire avec certitude que, voilà. Donc, du point de vue académique, ce que ça signifie, c'est que notre modèle a un bon pouvoir prédictif, d'accord? Et donc, on peut passer directement à la prédiction. On peut passer directement à la prédiction. Et la prédiction se fait avec la commande fcstat pour faire des forecasts. Donc, on vient ici. Donc, on retourne sur notre fenêtre de commande et on va utiliser la commande fcstat. Et on va utiliser la commande fcstat pour évaluer le pouvoir prédictif. Donc, fc
fcstat. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que la commande fcstat, si vous ne l'avez jamais utilisée, elle n'est pas installée sur Stata. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie des commandes de base. Donc, vous deviez l'installer d'abord. Et pour installer une commande avec Stata, c'est ssc install. Donc, vous allez faire ssc install fc stat avec S. C'est de cette façon que vous allez pouvoir installer et ensuite vous allez l'exécuter. Moi, je ne vais pas l'exécuter parce que j'ai déjà cette commande, donc ça ne servirait à rien. Donc, je vais utiliser fcstat. Ensuite, je reprends mes variables que j'avais utilisées, donc différence première. Ensuite, respredict. Et j'exécute. Et là, on nous montre le pouvoir prédictif. Et donc, ceci achève notre travail sur la méthode Box and Jenkins. Je vous remercie.